de participer à ce prix, car c'est un prix particulier dans la mesure où les membres du jury sont des étudiants, donc par définition des personnes dans une période de leur vie où ils sont en construction intellectuelle et où les livres euh, et autres objets culturels résonnent particulièrement. Donc c'est toujours assez particulier et émouvant d'être là avec vous parce que c'est rare dans une vie de pouvoir avoir l'occasion de poser des questions aux personnes qu'on lit, qu'on admire ou dont on admire le travail. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez parler avec Hélène Gaudy et moi, je suis juste là pour transmettre et être un peu un passeur. Mais c'est votre, voilà, on a 1 heure à peu près de discussion, donc je vous encourage vraiment à prendre cette occasion qui se présente à vous. Moi, quand j'étais étudiant, j'aurais adoré pouvoir discuter avec les écrivains que j'appréciais et que j'admirais. Et ça s'est fait par la suite. Et voilà, c'est précieux ces moments-là, donc profitez-en, vraiment. Donc, Hélène, bah, tout le monde normalement a lu votre livre et connaît le livre, mais peut-être juste revenir en quelques mots sur l'idée que c'est donc votre 6e roman. Euh, Oui, ça dépend si on et, compte les petits romans ou pas, mais 6e ou et, 8e. Il y a des livres plus courts aussi qui, voilà, qui sont moins visibles, mais qui existent quand même. Oui. et donc voilà, donc, et vous avez aussi fait, enfin, vous faites d'autres choses que d'écrire de la littérature ou avez fait d'autres choses, à la fois de la littérature jeunesse, et vous avez une formation de plasticienne. Et je pense qu'on va revenir un petit peu aussi là-dessus, sur la manière dont toutes les choses s'interpénètrent Mm. et dialoguent entre elles. Mais peut-être pour particulièrement pour Archipel. Dire en quelques mots que c'est un livre qui est consacré à votre père, mais aussi plus largement à votre famille. Et la première question peut-être, parce que le livre s'appelle Archipel, mais qui renvoie aussi à certains autres titres de vos livres qui faisaient référence à la notion d'île. Qu'est-ce que l'île représente pour vous? Bah, je crois que ça change de livre en livre. C'est un Il y a une ambiguïté dans l'île, puisqu'il y a à la fois un côté refuge et un côté enfermement aussi. Une île, c'est un lieu, dont il est moins facile de sortir, mais en même temps où on peut, se sentir, voilà, se sentir protégé. Et puis une île, c'est aussi un point de vue sur la mer et donc c'est aussi un lieu dont on est enfin, sur lequel on est entouré, voilà, on est entouré d'eau, on est entouré de la présence aussi du paysage marin. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent, qui me fascinent dans l'écriture, mais je pense que dans ce livre-là, il y a peut-être aussi vraiment l'idée du puzzle, c'est-à-dire l'idée qu'on serait tous comme des îles, à la fois isolées et reliées aux autres. Et l'envie que j'avais, c'était vraiment d'explorer justement ces liens souterrains ou sous-marins qui relient les êtres d'une même famille, notamment quand on est enfant unique. Donc c'est aussi l'une des questions du roman, quand on est enfant unique de père en fille et enfin, sur plusieurs générations, qu'est-ce que ça fabrique dans les familles d'un petit peu différent peut-être, parce qu'on est justement le seul point de mire de ses parents, le seul réceptacle aussi de l'héritage familial. Donc j'avais envie de traiter l'île aussi comme un symbole, comme une image de cet isolement. Mais en même temps, c'est pas une île, c'est un archipel. Donc voilà l'idée que toutes ces îles sont reliées entre elles. Après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup utiliser un imaginaire géographique dans mes livres pour décrire justement des sentiments humains, des émotions, des choses que j'arrive mieux, il me semble, à rendre visibles par des images plutôt que de les expliquer en faisant de la psychologie. Et j'aime bien essayer de donner des images géographiques, des images de paysages ou même parfois à faire appel à la science ou à l'environnement pour donner à voir ou pour créer des métaphores aussi de ce qu'on peut ressentir, mais en faisant des images. Ce qui m'importe aussi quand je termine un roman, c'est que les gens gardent des images. Et je trouve que l'image de l'île, elle est plus parlante et plus forte euh, que, qu'une réflexion uniquement psychologique sur ce qu'on peut ressentir. Voilà, j'avais envie de passer par le territoire aussi, par les images des paysages pour imager ce que j'ai travaillé dans ce livre.
Et vous parliez de géographie et voilà, j'en profite pour rebondir sur Un monde sans rivage, Mmh. le précédent ouvrage qui était consacré plus à une exploration tragique polaire. Euh, Est-ce que ces livres, c'est aussi une manière de voyager pour Mmh. vous? Oui, oui, bien sûr et c'est vrai qu'Un monde sans rivage, là, c'était vraiment sur un paysage réel, sur une île réelle, donc ça se termine sur l'île Blanche, qui est l'île la plus au nord du monde. Donc c'était vraiment l'occasion, d'approcher un paysage très lointain, donc l'Arctique, d'y aller aussi pour écrire le livre. Donc il y avait vraiment eu aussi, comme souvent dans mes romans, une dimension d'expérience et là, c'était vraiment faire un voyage, pour, voilà, pour approcher ce paysage-là et j'ai eu envie, c'était aussi un peu un défi et quelque chose qui m'amusait de retourner la question de l'exploration et de me dire, voilà, j'ai écrit un livre sur une exploration polaire, sur un lieu vraiment très, très lointain, sur un voyage très aventureux et j'avais envie de me dire, est-ce que finalement les outils de l'écriture, de l'enquête et de l'écriture peuvent aussi m'aider à voir ce qui est le plus proche de moi? Donc finalement, est-ce que mon père est pas une île aussi mystérieuse, aussi énigmatique que cette île du pôle Nord. Mais je l'ai vraiment abordée avec cette même idée d'exploration, en fait, comme une exploratrice qui partirait un peu dans une terre inconnue, sauf que cette terre inconnue, c'est mon quotidien, finalement, mon enfance, mon père, la mémoire de ma famille, mais je l'ai abordée avec cette même curiosité d'exploratrice. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors je vous vois pas, donc c'est un petit peu étrange parce que donc je vois des noms, je peux vous imaginer à partir de vos noms, mais je ne peux pas vous voir. Alors vous n'êtes pas obligés, je sais que c'est un petit peu pas forcément simple, mais vraiment voilà, n'hésitez pas à intervenir ou à ça peut être des questions sur le livre comme on est en train de commencer à le faire, mais ça peut être aussi par la suite des choses, aussi sur l'écriture, sur, des choses plus larges. Enfin vraiment n'hésitez pas quoi, voilà. Mais oui, parce que c'est une conversation, hein, donc c'est toujours un Ouais, petit peu impressionnant, mais il faut juste qu'on amorce les choses et vous allez voir, après, ouais. ça commence tout seul. Hélène, elle a cette bienveillance, je pense qu'il n'y a aucun problème. Toutes les questions sont bonnes à prendre Absolument. et Puis ce sera moins on est impressionnant pour moi aussi, si vous participez à la conversation. Mais oui, oui, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bon, vous êtes encore un peu timide. Non. Si, Ah, ah bah super, eh ben, Jeanne, allez-y. bonjour Jeanne. Alors je vous entends pas, par contre C'est mieux? ça y est, ouais, merci. C'est un peu flou comme question, mais comme vous en demandiez. C'était par rapport à la question du rythme dans votre livre, parce qu'il y a quelque chose de enfin, peut-être à tort, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu quelque chose dans le rythme des boucles un peu, dans le sens où on progressait dans la vie de votre père, mais en même temps, il y avait en permanence en miroir, ce retour sur soi et je me demandais comment vous aviez enfin, à quel point c'était conscientisé et à quel point vous aviez, fait un travail sur le rythme de la narration pour ça? Ouais, c'est intéressant comme question parce que le rythme, c'est vrai que c'est très important et c'est un livre, comme ceux d'avant, mais peut-être encore plus, qui est vraiment un livre, qui accompagne la recherche. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut créer par moments, l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas parce que, je fais part aussi de mes hésitations, de mes doutes, des moments où j'ai l'impression de trouver quelque chose et puis finalement je repars en arrière. J'ai vraiment voulu, être assez fidèle à la manière, dont dans la vie on essaye de connaître quelqu'un, parfois avec des illuminations et des moments où on a l'impression que tout s'éclaire et puis d'autres fois où, bah, finalement l'autre reste un mystère aussi et moi j'avais très envie, aussi de pas complètement épuiser ce mystère-là. Bon d'ailleurs je pense que c'est pas tellement possible, mais j'aurais pas aimé le faire parce que ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, c'est vraiment d'explorer toutes les personnes possibles que mon père a aussi pu être, mais tout en sachant que je ne vais jamais pouvoir les épuiser toutes. Donc c'est vrai qu'il y a ce rythme un peu circulaire, vous avez raison, où ça fait un peu des boucles, et en même temps, je l'ai quand même vraiment aussi travaillé dans l'envie. Alors je ne sais pas si ça fonctionne toujours, mais en tout cas dans l'envie qu'il y ait des accélérations, qu'il y ait des moments par exemple, il y a le chapitre qui s'appelle «Feu», qui est consacré à son adolescence, sa jeunesse, ses premiers amours et cetera et où là, il y a un rythme qui est quand même beaucoup plus, rapide parce qu'il y a des moments qui sont plus narratifs, il y a des moments où vraiment je rentre dans sa vie et je la raconte et puis d'autres moments où je fais un pas de côté et où je vais, comme vous le dites, très bien, bah, revenir sur ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser, à quoi ça fait quel miroir ça me renvoie et comment ça me permet d'avancer aussi, dans une quête plus large.
parce que je voulais pas faire une biographie de mon père, donc je voulais pas faire un livre linéaire où qui irait de son enfance à son âge aujourd'hui. Je voulais vraiment plutôt réfléchir sur la mémoire et sur la manière dont la mémoire fonctionne et dont elle se transmet. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très mystérieux. Et la mémoire, c'est très hasardeux, c'est-à-dire il y a plein de méandres. Il y a des choses qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Il y a des souvenirs qu'on nous transmet de manière très énigmatique aussi. Il y a un moment dans le livre où j'ai une image de l'enfance de mon père, alors que c'est une image que mon père m'a jamais racontée, mais que quelque part il m'a transmise un peu mystérieusement. Donc c'est vraiment sur toutes ces choses-là que je voulais réfléchir. Alors en nous prenant mon père et moi et d'autres membres de la famille comme objet de travail, puisque c'est de ma vie que je dispose pour écrire, mais j'ai pas eu envie de raconter de ma vie ni de raconter la vie de mon père. J'ai vraiment eu envie plutôt de faire l'expérience de comment on peut faire pour essayer de connaître quelqu'un autrement. Et donc, c'est une expérience voilà, qui fait pas mal de détours, je pense, comme la mémoire et comme la vie. Quoi. Je sais pas si c'est bien clair pour vous, si c'est la réponse enfin, en tout cas, si c'est la question vraiment que vous vouliez poser. Sur cette question du rythme, elle est vraiment, vraiment intéressante. Ouais. Enfin, oui, oui, c'était ça. Après, enfin, la question que je me posais aussi, c'était peut-être la dimension. Enfin, je veux pas monopoliser la parole non Non, non, plus, mais allez-y, allez-y. c'était Oui, la hein, ça lance dimension la aussi. machine. Enfin, comment dire? Je veux dire, comment, une fois qu'on a fait un premier travail là-dessus sur ce qu'on veut faire, comment on fait pour que ça tienne, en fait, enfin, techniquement Oui, presque, pour que ça oui, oui, mais non, continue mais d'accrocher le lecteur? ouais, c'est très intéressant. Bah, il y a vraiment une dimension de montage qui est très importante dans ce travail-là, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi comme un archipel, comme un puzzle. Donc il y a c'est une écriture qui est assez fragmentaire, où il y a aussi voilà, des morceaux qu'il faut assembler. Donc il y a tout un travail vraiment d'assemblage, presque de tissage, quoi, pour que chaque élément vienne faire écho à celui d'avant. Et toute la difficulté, c'est vrai, c'est aussi de garder un fil. Voilà, de garder un fil qui maintienne quand même quelque chose de tendu, pour pas qu'on s'ennuie, quoi, tout simplement. Et même pour que moi, je m'ennuie pas en écrivant. Parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question du lecteur, est-ce que vous pensez au lecteur, etc. Donc c'est important de penser au lecteur, mais moi je pense que la lectrice ou le lecteur est multiple, et donc c'est difficile d'avoir cette pensée exactement comme ça. Par contre, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de devenir ma propre lectrice et d'être un peu impitoyable avec ce que j'ai écrit, c'est-à-dire vraiment d'avoir des moments de relecture où dès que je m'ennuie ou dès que je sens que là, le saut d'un passage à l'autre, il n'est pas fluide, il est étrange. Moi, j'appelle ça tomber sur un os. À chaque fois que je tombe sur un os et que je sens qu'à la lecture, il y a quelque chose qui m'embarrasse et qui fait obstacle, j'essaye de retravailler jusqu'à ce que ça fluidifie les choses. Puis on a beaucoup coupé aussi, voilà, pour être très technique. Après, dans le travail avec les éditrices aussi à l'Olivier, on a pas mal coupé parce que justement, on voulait pas non plus, et moi j'étais tout à fait d'accord avec ça, que ce soit trop un livre avec plein d'embranchements. Et on voulait justement qu'il y ait vraiment quand même, malgré tout, quelque chose de tendu et de fluide dans la lecture. Et c'est vrai que c'est un équilibre à trouver en relisant beaucoup, je pense. Merci. Merci pour votre question. Merci Jeanne. Si vous en avez d'autres au fil de la discussion, vous n'hésitez pas, hein. Il y a aucun problème. Vous parliez de l'idée de monopoliser la parole. En fait, vous revenez quand vous voulez. Voilà. Tout le monde peut poser plein de questions. Et voilà. Et vraiment, n'hésitez pas, chacun et chacune, à lever la main. Si jamais vous n'osez pas la poser vous-même, hein, vous pouvez l'indiquer dans la conversation. Et moi, je la transmets à Hélène et on avance comme ça. Hélène, vous disiez que vous lisiez et relisiez beaucoup. Est-ce que, il y a quelque chose de très mélodieux dans votre écriture, est-ce que vous relisez à voix haute parfois? Oui, parfois, oui, je le fais beaucoup, pas forcément sur tout le texte, mais quand même sur beaucoup de passages. Et puis quelque chose que j'ai pas mal fait aussi, c'est des lectures musicales. Alors, souvent à partir d'un texte déjà publié, mais pas toujours, parce que ça m'est arrivé, en fait, mon compagnon fait de la musique et on fait des lectures musicales ensemble, et ça nous est arrivé de travailler ensemble et que j'écrive en l'entendant jouer aussi.
avec vraiment cette idée d'écrire avec l'oralité et puis aussi le son de ce que lui fait, et ce qui permet aussi de travailler vraiment la question des silences, des accélérations. Pour moi, c'est très important. Je veux jamais que mon écriture soit explicative, ou je veux vraiment qu'on voit des choses. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des images, qu'on voit des choses, qu'on sente des choses et qu'on entende aussi. Voilà, c'est important pour moi que l'écriture soit vraiment très reliée au sens, quoi. Et du coup, c'est vrai que passer par l'oral, c'est quelque chose qui fonctionne bien, et d'autant plus avec la musique. Alors, comme je ne le fais pas toujours en cours d'écriture, je me rends compte aussi en travaillant mes romans publiés en lecture musicale avec lui, de parfois des moments où j'aurais dû le faire parce que justement, il y a quelque chose qui aurait été plus travaillé à ce niveau-là. Mais ça marche bien de lire à haute voix, oui. Il faudrait le faire sur tout un livre, idéalement. Et vous arrivez à écrire n'importe où, n'importe quand, avec du bruit, de la musique, et cetera? Ou il faut un peu, des choses, cadrées, dans le Alors le problème de silence? la musique, moi je trouve, ça m'arrive très rarement. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, j'ai écouté une musique qui me plaisait beaucoup, ça m'a donné envie, je me suis dit: «Tiens, je vais écrire», et j'avais l'impression que ce que j'écrivais était très beau parce que j'avais la musique dans les oreilles, et donc tout était allait très bien ensemble. Puis une fois que j'ai arrêté la musique et que j'ai relu, ça n'allait pas du tout. Donc je pense que le problème de la musique, c'est que ça nous met en tête, forcément une musique qui n'est pas celle de notre écriture, et qu'on a presque l'impression d'une bande son de film où d'un coup ce qu'on écrit devient très, voilà, très fort, mais en fait, c'est la musique qui nous prête beaucoup de sa beauté. Donc je pense que la musique, c'est difficile pour moi. Par contre, parce que ça fausse un peu, voilà, ça ajoute quelque chose qui, une fois que c'est plus là, bah, vient manquer dans le texte. Par contre, écrire dans le train, par exemple, ou au café, ou dans une forme de brouhaha, ça, je trouve que c'est tout à fait possible. C'est même, pas mal parce qu'il y a une espèce de suspension de l'attention. Enfin, ça nous met dans un état un peu brumeux, qui est assez propice à l'écriture, je trouve. Donc pas forcément le silence complet, mais pas une musique trop, qui nous donne trop l'impression qu'on écrit bien. J'ai vu qu'il y avait des questions qui Et oui, s'affichaient. ça arrive là, Il il y a une question notamment d'Emma qui rejoint un petit peu, peut-être on va la poser avant celle de Nelia. Emma qui vous dit donc bonjour, quel défi, pas du tout, non, c'était pas celle-là, c'était celle d'avant. Pardon, je trouve votre écriture très parlante et faisant appel à beaucoup de souvenirs, j'ai l'impression qu'elle est vraiment poétique. Je me demandais donc le rapport que vous aviez à la poésie. Ah, bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Alors j'écris pas de poésie, enfin j'ai pas publié de poésie. J'en écris un peu, mais j'ai rien publié en poésie vraiment, pure. Par contre, c'est vrai que, j'aime beaucoup l'idée que la phrase puisse surprendre, ou qu'il puisse y avoir, quelque chose, on en parlait, de musical ou de très visuel, et pour moi la poésie, c'est ça aussi, c'est les moments où, bah, on sort de la logique pure, ou d'un récit linéaire, parce qu'on a envie justement de créer des images, de créer des moments de rupture, et puis d'avoir accès alors ça, je ne sais pas si j'arrive à le faire, mais en tout cas, c'est quelque chose que je voudrais faire. Moi, ce que j'aime dans la poésie, c'est vraiment le moment où le langage, nous fait voir le monde autrement. C'est-à-dire où l'écriture ne va pas seulement raconter quelque chose, elle va nous montrer en fait ce qu'on ne voyait pas, et nous donner accès à des compréhensions qu'on n'avait pas, mais des compréhensions très physiques, très sensorielles, voilà, pas forcément que intellectuelles. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la poésie, donc j'en lis pas mal. J'en lis de plus en plus, des poètes contemporains ou plus anciens. Et je fais beaucoup travailler la poésie aussi en atelier d'écriture, parce que j'anime souvent des ateliers d'écriture, et j'essaye dans mon écriture, même si c'est du roman, d'avoir aussi de plus en plus cette approche poétique, effectivement. Merci. Sarah, je crois que vous leviez la main. Est-ce que éventuellement vous voudriez poser votre question à voix haute, ou vous êtes en train peut-être de l'écrire là, donc on vous laisse un peu de temps pour Ah, l'écrire? Non? bonjour. Bonsoir. Du coup, effectivement, j'étais en train de l'écrire, au cas où, vous vouliez, passer à d'autres questions. Mais, en fait, déjà, merci d'être, avec nous, Ouais, pour, ce temps. avec plaisir. Et dans le cadre d'un séminaire de master, on a la littérature et l'archipel.
Et Ah, j'ai choisi du coup votre roman après sa lecture et sa chouette découverte. Et comme vous parliez de mémoire, j'aimerais savoir s'il y a un lien particulier que vous associez entre la mémoire et la question du fleuve, justement, ou en tout cas de l'eau sous toutes ses formes. c'est amusant que vous me posiez cette question parce que je suis justement en train d'écrire sur une rivière, donc je continue la métaphore, aquatique, mais là, c'est plutôt la rivière et effectivement, je viens de travailler un passage sur le limon et l'idée que le limon, bah, c'était à la fois, ce qui reste quand la rivière a creusé le lit, et en même temps ce qui la constitue, enfin que les restes matériels sont à la fois transportés par l'eau et en même temps, ce sont eux qui créent le lit de la rivière. Donc j'aime beaucoup, oui, c'est encore une fois ces images, empruntées à la nature ou à la physique même pour parler de choses plus du domaine de l'émotionnel ou même du fonctionnement du cerveau. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et oui, bien sûr, on peut faire cette métaphore par rapport à la mémoire, des choses qui se déposent et puis des choses qui continuent à voguer dans le flux de la rivière et c'est vrai que la rivière par rapport à la mer, en tout cas si on pense à un roman, j'ai vu qu'il y avait Nina Léger là qui avait écrit un très beau roman, qui s'appelle, qu'elle considère comme un roman rivière, un petit peu à l'inverse du roman fleuve qui serait quelque chose, avec énormément de personnages et un roman rivière, ça pourrait être quelque chose de plus intime aussi, de plus modeste, mais dans le bon sens du terme. Dans la rivière, il y a quelque chose qui avance, voilà, qui quand même qui avance et en même temps qui a l'air d'avancer perpétuellement et de brasser aussi, bah, toutes les petites choses qui tombent dans la rivière, tout. Donc pour moi, il y a quelque chose de très parlant par rapport à la mémoire et puis même à l'idée du fil d'une vie, quoi. Quelque chose qui, à la fois qui avance sans qu'on le voit avancer, quelque chose qui semble un peu immobile, mais qui quand même a un mouvement. Heu, voilà, on pourrait parler longtemps de ces motifs-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, par exemple, dans Archipel, je parlais aussi de la manière dont les îles se forment, et souvent j'ai l'impression que quand on s'intéresse, alors moi je suis pas du tout scientifique, hein, j'ai des connaissances très limitées, en sciences, de la nature, mais souvent quand je me penche sur, bah, la manière dont un caillou se fabrique, la manière dont une île se forme, bah, je trouve qu'on trouve beaucoup d'échos aussi avec des choses humaines finalement et qui permettent d'avoir aussi quelque chose d'un peu poreux avec le paysage. Voilà, que le paysage soit pas seulement un décor, mais que ce soit aussi, un lieu qui est constitué aussi, de mouvements, de mémoire, de choses qui font écho aussi avec notre manière d'habiter un paysage, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Hélène, vous parliez de Nina Léger là à l'instant. Est-ce qu'il y a des auteurs, enfin quand vous écrivez, vous lisez aussi, ou est-ce que vous arrêtez d'écrire de lire à certains moments, ou vous relisez certains auteurs qui vous inspirent? Comment ça se passe? Non, moi j'ai besoin de beaucoup lire pour écrire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un système de vase communicant. Alors c'est encore un peu la rivière, c'est quelque chose qu'on assimile et qui ressort sous une autre forme. Mais j'ai vraiment besoin de ça et il y a des auteurs et des autrices qui vraiment débloquent quelque chose, qui me donne vraiment très envie d'écrire. C'est-à-dire je lis un paragraphe et j'ai très envie tout de suite de me mettre à écrire. Ça marche pas avec tout le monde. Il y a même des très bons auteurs ou autrices, des très bons livres qui me font pas cet effet-là. Donc j'essaye vraiment de trouver, pour chaque livre des auteurs et des autrices qui me débloquent quoi, qui créent cette envie-là. Des fois, c'est des livres qui sont en lien avec ce que j'écris. Par exemple, pour Un monde sans rivage, j'avais lu quand même pas mal de récits d'exploration ou de romans d'aventure parce que c'était pas du tout mon terrain d'origine. Moi, j'ai lu assez peu de romans, comme ceux-là, donc j'avais besoin de me nourrir aussi de ça et c'était intéressant parce que ça m'a confrontée justement à une littérature dont j'étais moins familière et qui est venue un petit peu rencontrer ce que j'avais l'habitude de faire et je trouve que c'est intéressant aussi des fois de travailler par contraste, c'est-à-dire de lire des choses qui sont un peu loin de nous, mais qui vont se mélanger un peu à ce qu'on a l'impression d'être plus, enfin, ce qui est plus notre terrain, quoi. Donc ça me plaît et puis parfois aussi des textes qui sont vraiment en écho ou qui vont vraiment me donner, de la matière pour l'écriture. Là, pour Archipel, il y avait beaucoup Pérec, donc qui est quand même l'auteur, qui ouvre le texte avec sa phrase, «Il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, une île» et c'est vraiment cette phrase, en fait, qui m'a fait démarrer le livre. Elle est pas en exergue juste
pour illustrer ou pour, faire un clin d'œil à Pérec. C'est vraiment une phrase qui m'a aidée à commencer parce que je pense aussi que si j'écris à partir de lieux souvent ou d'images géographiques, c'est parce que c'est un moyen détourné aussi d'arriver à dire des choses intimes que je n'oserais sans doute pas dire si je me disais tout de suite: «Je vais faire un livre sur mon père», par exemple. Ça, je pense que ça m'aurait fait peur et que j'aurais peut-être pas réussi à le faire. Alors qu'attraper des fois les choses par un paysage, par une île, par un objet comme ça de fascination ou de désir, d'écriture, bah, ça permet, sur le chemin pour aller à cette île, de se mettre à aborder d'autres sujets parfois plus difficiles ou plus intimes. Donc cette phrase de Pérec, elle a vraiment déclenché l'écriture de la première phrase de mon livre qui est vraiment presque la suite, en fait, de la phrase de Pérec. Donc il y a quelque chose qui circule comme ça de manière très fluide pour moi entre la lecture et l'écriture. Merci, beaucoup. On va reprendre peut-être le fil des questions, posées, par écrit. Yacouba, qui avait été la première à en poser une, vous demande, «Est-ce que le livre vous a rapproché de votre père si vous n'étiez pas déjà proche de lui? Et quelle a été son impression à la sortie du livre?» Alors oui, il m'a rapproché de lui et surtout, il m'a vraiment permis de le voir autrement. Et ça, c'était vraiment ça que je voulais, que je cherchais en écrivant ce texte. Je m'étais dit justement quand j'avais écrit le livre d'avant, sur ces explorateurs polaires du 19e qui étaient donc des personnages très loin de moi, des personnages réels qui ont existé mais que je connaissais évidemment pas du tout. J'avais l'impression que l'écriture m'avait permis finalement de les connaître, de vivre avec eux, d'avoir l'impression que c'était devenu des gens proches. Et j'avais envie d'utiliser aussi, cette manière de travailler pour, changer le regard que j'avais sur mon père. Et ça a complètement fonctionné parce que, bah, vous le savez aussi sans doute, dans les relations parents-enfants, on est pris dans des habitudes, dans des rôles un peu, chacun a un peu son rôle. Et puis parfois, c'est difficile de sortir de ce rôle et de voir l'autre vraiment comme une personne. Moi, par exemple, j'avais jamais pris un café avec mon père. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre un café avec l'un de vos parents, mais moi, je voyais toujours mes parents ensemble, chez nous, ou maintenant chez eux, dans un contexte familial et jamais, en tête-à-tête comme ça, en créant un dialogue, et c'est pas facile parce qu'au début, quand on se retrouve comme ça avec son père au café, bah, c'est ce que je raconte un peu au début du livre, bah, c'est un peu étrange, quoi. On sait pas comment prendre l'autre parce qu'on n'a pas cette habitude de cette relation-là. Donc on sait pas bien quoi dire, on tourne un peu autour du pot et puis petit à petit, c'est faire ce travail, voir mon père aussi seul, et puis surtout lire ses carnets, par exemple les carnets où il est adolescent et il écrit sa vie et là d'un coup, bah, j'ai vraiment accès à pas au récit qu'il m'en aurait fait aujourd'hui à l'âge qu'il a, mais vraiment à ce qu'il écrivait sur le moment. Donc c'est vraiment une entrée dans son adolescence qui est très, très directe. Donc d'avoir découvert tout ça, c'est comme si mon père était devenu, augmenté par toutes ces autres personnalités, enfin tout ce qui constitue sa personnalité plutôt, mais que je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert une personne beaucoup plus riche, beaucoup plus multiple que ce que je voyais jusque-là. Et puis j'ai compris aussi beaucoup mieux ce qu'il m'avait transmis finalement. En quoi on se ressemble, en quoi, des choses que je pensais très différentes finalement sont reliées. Par exemple, mon père adore les livres, mais lui, il est un petit peu maniaque, il collectionne les beaux livres, il aime pas prêter ses livres parce que ça l'inquiète et cetera. Et moi, je m'étais plutôt construite un peu en opposition avec ça, en me disant: «Mais moi, j'achète des livres de poche, je les mets dans mon sac à dos, je les prête à mes amis» et puis finalement, malgré ces différences-là, bah, on lit quand même les mêmes livres, on est quand même touché par les mêmes écritures, parfois par le même rapport au monde. Finalement, sa manière de collectionner, bah, ça ressemble à ma manière d'écrire. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai découvertes comme ça dans nos points communs et donc oui, ça nous a rapprochés, je pense. Je passe moins par l'intermédiaire de ma mère aussi maintenant pour lui parler, c'est-à-dire que j'arrive mieux à avoir une relation directe avec lui et puis surtout, je le regarde plus du tout pareil. Voilà, j'ai plus du tout, ces petits agacements qu'on peut avoir vis-à-vis de ses parents ou cette petite lassitude. Il y a quelque chose qui s'est complètement renouvelé dans ma façon de le voir. Pardon, c'est un peu long, mais parce que c'est toute une histoire du coup cette expérience-là. Et puis pour la fin de votre question, Yacouba, vous demandiez si lui l'avait bien pris, c'est ça? Comment lui l'avait vécu? Oui. Alors, au départ, il était un peu perplexe
Donc c'était un peu: «Ah bon, mais pourquoi tu veux parler de ma vie? Moi, j'ai rien fait de spécial». Donc ça en plus, mon père, vous aurez compris, si vous avez lu le livre, que c'est quand même quelqu'un de très discret, qui aime pas se faire remarquer quoi, qui aime pas tellement qu'on parle de lui. Mais en même temps, c'était pour écrire un livre et ça, je crois que ça l'a rassuré parce qu'il aime beaucoup les livres et puis il a lu mes livres précédents aussi, donc je pense qu'il avait quand même un peu une idée de ce que je pouvais peut-être faire. Donc il m'a fait vraiment une grande confiance en me donnant ses cahiers, en les lettres qu'il a écrites, qui se sont écrites avec ma mère, enfin des choses quand même qu'il aurait pu ne pas me donner et qu'il m'a donné avec beaucoup de confiance. Et après quand, je lui ai fait lire le texte, donc je voulais essayer de lui rendre ses souvenirs. C'est un peu, utopique, mais voilà, j'avais envie de me dire peut-être que par l'écriture, la mémoire va lui revenir. Donc je lui demandais d'écrire aussi sur le manuscrit pour continuer certains des souvenirs que j'avais réussi à trouver. Donc ça, il l'a fait, mais par contre, il a pas censuré du tout. Il m'a vraiment laissé libre et je pense que finalement, il est très heureux lui aussi de ce rapprochement et de cette curiosité que je me suis mise à avoir. Parce que voilà, des fois, on n'est pas très curieux de nos parents, on a l'impression qu'on les connaît par cœur et là, je pense qu'il a été vraiment heureux que je sois curieuse de lui, quoi. Merci Hélène, merci Yacouba. C'était une très belle Merci à question. toi. Oui. N'hésitez pas, hein, à continuer à poser des questions, hein. On va discuter, on continue à discuter tranquillement, mais dès que quelque chose vous vient, vous n'hésitez vraiment pas. Peut-être juste concernant votre père, est-ce que vous avez l'impression, parce que comme vous dites dans le livre que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qu'il est Mmh. plutôt silencieux et que c'est tout un défi finalement d'écrire sur quelqu'un de silencieux, est-ce que vous avez ressenti peut-être quelque part qu'il aurait découvert des choses sur lui grâce à votre regard à vous en déplaçant les choses? Je pense notamment quand vous parlez des poèmes, de ses poèmes ou de sa manière d'écrire, on peut déjà se demander si finalement c'est pas lui qui vous a donné aussi quelque part le goût de l'écriture. Mais voilà, comment parce que c'est un livre très lumineux, mais est-ce que lui, ça lui a éclairé, ça l'a éclairé d'une manière ou d'une autre? Bah, c'est une très bonne question et honnêtement, je n'ai pas la réponse. Non. Là-dessus, je sais pas. C'est vrai qu'il m'a pas dit, qu'il avait compris ou voilà, ou revisité des choses. Par contre, un jour, il m'a appelée et il m'a dit, «J'ai l'impression que tu as rassemblé tous les petits morceaux» et donc ça, c'est un très beau compliment pour mon père qui dit pas beaucoup de choses, c'est beaucoup et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que c'était l'envie que j'avais finalement. C'était pas tant de trouver des secrets ou des révélations, mais plutôt effectivement d'assembler les morceaux et de voir quel c'est comme si j'avais eu un puzzle, des faits et qu'il fallait que je mette les pièces ensemble pour voir, qui il était ou en tout cas bon, des versions possibles de qui il est et donc il a eu cette impression, donc ça veut dire sans doute que, bah, déjà qu'il s'est reconnu, qu'il a pas eu l'impression trop quand même que heu, j'avais raconté des choses dans lesquelles il se reconnaissait pas et en même temps, que ça formait une image quoi quand même ces petits morceaux. Donc ça m'a beaucoup touchée. Par contre, je pense qu'il a aussi eu conscience que c'est quand même la création d'un personnage malgré tout. C'est-à-dire que rien n'est inventé, tout ce que j'assemble, c'est vraiment des signes que j'ai trouvés en faisant mon enquête. Mais malgré tout, quand on choisit de raconter tel ou tel épisode de la vie de quelqu'un, ben, on reconstruit toujours sa vie. C'est vraiment une création d'un père, heu, qui est ma vision de lui et si j'avais choisi un autre objet, un autre moment de sa vie, une autre phrase dans son carnet, on aurait vu quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense qu'il l'a très bien compris et qu'il a pas cherché à me dire: «Ah oui, mais tu as pas tout dit, parce que je suis aussi ci et ça». Ça, il a vraiment respecté ça et je pense que ça l'a assez amusé, comme c'est un grand lecteur, de devenir un personnage aussi. Et c'est très réussi, vraiment. Et dans le prolongement peut-être de ce qu'on est en train de se dire là, la question d'Emma, qui vous demandait quel défi avez-vous rencontré dans votre travail de recherche sur la vie de votre père? Et elle Mmh. s'excuse qu'elle n'a pas de micro, mais voilà. Ouais. Merci Emma. Quel défi? Alors beaucoup de défis. Hem, bah,
Déjà, il y avait vraiment alors un défi qui est arrivé un peu plus tard dans l'écriture, mais qui a été important, c'est de pas me faire avaler par la matière que j'avais. Parce que bon, il y a beaucoup de finalement, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que toutes les vies, sont riches évidemment et que, heu quand on s'intéresse à quelqu'un, même si ce quelqu'un est pas un héros, n'est pas quelqu'un qui a fait des choses forcément, extraordinaires au sens, propre, bah, il y a quand même énormément de matière dans une vie, quoi. Et là, en plus, en ce qui concerne mon père, il y a la matière, matérielle, c'est le cas de le dire, qu'il accumule, donc les objets, énormément d'objets, énormément de poèmes, puisqu'il écrit un poème par jour depuis les années 60, donc même ça, j'ai même pas pu tout lire. Et puis aussi quand même tous les carnets où il raconte beaucoup de choses. Donc un des défis quand même, c'était vraiment la sélection, de quoi je parle, renoncer aussi à tout dire, tout explorer, parce que l'atelier, j'ai vite compris que je pouvais pas parler de tous les objets. C'était vraiment impossible de faire ce que j'aurais peut-être voulu faire au début, qui était vraiment un épuisement du lieu en parlant de tout, c'était pas possible. Donc il a fallu sélectionner et puis, quand j'ai commencé à travailler à partir de ces carnets où là, vraiment, il raconte sa vie, bah, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai découvert sa vie, j'ai découvert sa voix d'ado, enfin ça m'a vraiment fascinée et du coup, j'étais un peu avalée par son écriture, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de tout recopier, donc j'ai recopié des pages et des pages de ses carnets. Au départ, c'était beaucoup plus long, parce que je trouve qu'il écrit très bien déjà, donc ça me plaisait beaucoup et puis je trouvais que c'était très parlant, ça racontait toute une époque aussi. Donc voilà, la difficulté au bout d'un moment, ça a été de pas faire ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire ne pas faire la biographie de mon père en finalement en racontant sa vie et en me laissant trop, voilà, trop avaler par ce que lui avait écrit. Donc il fallait couper et il fallait quand même toujours revenir au projet de départ, qui était, bah, voilà, je raconte pas sa vie, je travaille sur la recomposition d'une mémoire, qui est la sienne, mais qui est aussi la mienne, qui est aussi celle de mes grands-parents, qui est aussi celle de toute une époque, parce que les objets qu'ils collectionnent, c'est aussi des objets de la mémoire collective, donc je voulais pas perdre ça de vue aussi. Je voulais vraiment parler de la guerre d'Algérie, de la Seconde Guerre mondiale, de 68, de tout ce qu'il avait traversé. Donc voilà, pas me faire avaler par la matière et arriver à on parlait tout à l'heure du rythme, à garder déjà un rythme qui soit aussi, dynamique quoi et puis de garder la singularité du regard que je voulais porter sur lui et pas juste de raconter sa vie, quoi. Même si c'est déjà beaucoup. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ah bah, voilà, super. Bah, Ah, Jeanne, à vous. Oui, oui, Jeanne. c'était par rapport, enfin, pour, faire suite à ce que vous avez dit sur ce que vous aviez appris sur votre père, par rapport au personnage de votre grand-père, qui lui, semble beaucoup plus impénétrable, j'ai l'impression. Enfin, il y a un peu cet extérieur, enfin, ces traits un peu presque excentriques qui en font un personnage parfois comique d'une façon un peu triste, je dirais. Et Oui. je voulais savoir si sur lui, vous aviez eu l'impression d'en apprendre davantage ou s'il était resté un peu ce bloc que moi j'ai eu l'impression de trouver, Ouais. dans ma lecture. Oui, bah, oui et non, parce que c'est vrai que mon grand-père était quelqu'un de difficile, avec qui on avait des relations difficiles. Donc je l'ai quand même, je pense, c'est un peu triste, vous avez raison, mais mieux connu après sa mort qu'avant, mieux connu en écrivant sur lui qu'en le voyant. Alors, c'est vraiment étrange, hein, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, à côté desquelles on passe complètement, quoi et c'est vrai que mon grand-père, il était pas voilà, il était pas gentil, quoi, il était pas avenant avec ses petits-enfants, il était très fermé, et puis moi, quand j'étais enfant ou ado ou jeune fille, bah, j'avais pas, la curiosité de enfin, c'était difficile de passer cette barrière-là pour le connaître mieux. Donc j'ai pas fait ça, je l'ai pas fait non plus pour ma grand-mère, ce que je regrette vraiment, parce que je pense que pour elle, c'était un peu différent. Je pense qu'elle était un peu dans l'ombre de son mari et qu'il y avait peut-être plus de liens à créer si on avait été plus curieux ou plus courageux, parce que c'est pas facile d'aller vers des gens qui sont durs avec vous, quoi. Donc je l'ai pas fait, de leur vivant. J'ai quand même compris des choses, hem, en écrivant sur, le fait qu'ils avaient été résistants et leur action dans la résistance. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très émouvant, c'est un moment j'ai retrouvé c'est dans le livre, mais les carnets qu'il avait écrits en 40, donc au tout début de la guerre et là, il y a des mots affectueux, il y a des mots d'amour, il y a vraiment un homme que je devine,
celui qu'il a été avant la guerre, quoi. Et ça a été quand même, émouvant pour moi parce que, bon, j'en tire des conclusions qui sont les miennes et peut-être que je me trompe et que s'il était encore là, il dirait: «Non, non, c'était pas du tout ça». Mais j'ai eu quand même eu l'impression que qu'il s'était jamais remis de ce qu'ils avaient fait et vécu pendant la guerre, qui a sans doute été quand même très difficile et pour ma grand-mère et pour lui, qui étaient tous les 2 donc des résistants quand même très actifs. Non seulement de ce traumatisme, de ce qu'ils ont vécu, mais aussi de l'évolution du monde après. C'est vrai que mes grands-parents, c'était des communistes très convaincus, qui avaient vraiment un rêve de fraternité, de donc et après-guerre, ils ont eu l'impression que le monde, n'avançait pas du tout dans le sens, dans un sens positif quoi, le capitalisme, le règne de l'argent, tout ça, c'était des choses qui les détruisaient vraiment, enfin qui les bouffaient physiquement quoi. Et nous, on était quand même les enfants de ce monde-là et même si on y était pour rien, je pense qu'ils nous ont fait porter aussi quelque part, cette déception, vis-à-vis de ce qui était venu après la guerre. Et ça, je peux le comprendre, même si, ça me fait pas plaisir et c'est pas facile à vivre, mais je peux le comprendre. Et puis vous avez raison, il y a un aspect comique quand même aussi, que moi j'aime énormément écrire sur mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà écrit un livre pour ados, il y a longtemps, qui s'appelait Atrabile, qui était une fiction, mais qui reprenait vraiment, le personnage de mon grand-père, mais dans une fiction. Et c'est quelqu'un sur lequel j'aime beaucoup écrire parce que c'est vrai, il a une forme d'excentricité, il était je pense qu'il était un peu fou quand même pour le dire, de manière un peu brutale, mais enfin il avait quand même vraiment une forme de folie et et puis c'est quelqu'un qui m'intrigue et c'est quelqu'un dont j'épuise pas le mystère. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a aussi ce côté un peu bloc, mystérieux, mais du coup, en même temps, c'est une personnalité. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait, voilà, qui était marquant comme personne, quoi. Et tout ça, ça fait, je trouve, un sujet d'écriture qui est assez inépuisable. Sans compter, mais j'arrête, mais les carnets qu'il écrivait et qui sont aussi une matière, alors, très difficile à manier, mais intéressante, quoi. Dans le genre obsessionnel, c'était vraiment pas mal. Merci pour votre question. Mmh. Merci Jeanne. Heu, Itougrass, vous demande, je voulais savoir comment vous avez réussi à mettre de la distance afin d'éviter d'écrire la biographie de Ah, votre père? bah, c'était vraiment mon grand défi, ma grande difficulté et justement, ce que je disais tout à l'heure sur les îles, la mer et cetera, je ne sais pas si c'est très clair parce que en vrai, je pense que moi-même, je ne sais pas exactement pourquoi il y a certaines choses qui reviennent toujours dans mes livres et qui me fascinent beaucoup. Il y a une dimension un peu inconsciente aussi dans tout ça, mais je pense que justement, ça fait partie des choses qui m'aident à prendre de la distance. Me dire: «J'écris pas seulement sur les actes ou les événements qui ont jalonné la vie d'une personne, mais j'essaye vraiment d'explorer les images, les lieux, les traces, et tout ça, ça permet paradoxalement d'accéder à quelqu'un, je trouve, de manière quand même très intime, parce que j'ai vraiment eu l'impression de toucher du doigt des choses que mon père m'aurait jamais dites, à travers tous ces objets d'écriture et en même temps, ça permet quand même de mettre une distance. C'est-à-dire qu'on se dit pas, «Bah, je vais tout de suite fouiller, dans l'intime» et cetera. On se dit: «Je vais observer ce qu'il garde», me dire que ce qu'il garde, bah, c'est son portrait aussi, c'est des choses qui disent des choses de lui, observer les lieux. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les lieux, c'est que c'est toujours au présent. C'est-à-dire si vous allez dans un lieu où quelqu'un a vécu même des siècles auparavant, bah, c'est toujours le même ciel, c'est toujours, il y a des choses qui sont toujours là et que vous pouvez ressentir. Donc on n'est pas dans comment dire? Dans la reconstitution, de la vie de quelqu'un, on est vraiment dans un partage du sensible, le partage de ce qui a pu être ressenti dans tel ou tel lieu. C'est pour ça que c'était si important, par exemple, pour moi, de retrouver le paysage d'enfance de mon père. Ça, c'est vraiment toute une partie du livre qui est sans doute pour moi la plus importante. C'est de me dire: «Mon père s'est construit sur un vide» puisque finalement il habitait il déménageait tout le temps, il n'avait pas le droit de dire le nom du lieu où il habitait, donc il y avait vraiment un secret autour de son enfance, donc il a tout oublié. On l'a forcé à oublier quelque part parce qu'on l'a forcé à ne pas laisser en lui, s'imprimer les choses qui étaient autour de lui. Je sais pas si ma phrase est très bien construite, mais bon, voilà, il n'avait pas le droit finalement de garder des souvenirs, mais moi j'avais besoin de retrouver ce lieu et pour moi ça, c'est à la fois très, très intime
un paysage d'enfance et en même temps, il y a une forme de distance parce qu'en l'écrivant, je suis pas dans la confidence, je suis pas dans la comment dire? Dans la révélation et cetera. Je reste quand même dans une position d'enquêtrice, d'observatrice, qui me permettent de toucher des choses, mais voilà, je suis pas dans la confession, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Ça protège quelque part et en même temps, ça donne des clés pour écrire et pour comprendre les autres. Mmh. Heu, merci, Itougras, pour cette, belle question, Belle vraiment. question, c'est vrai. C'est parce qu'on sent vraiment que vous avez, vous inventez une forme au fur et à mesure. Alors, ça naît à la fois du début où vous parlez de l'île Jean-Charles, de Louisia au large de la Louisiane qui petit à petit est menacé, enfin petit à petit, malheureusement plus Ouais, ça rapidement, voilà, de submersion et de mmh. la même manière, on sent presque qu'il y a une urgence à écrire ce livre. Est-ce que vous l'avez senti dès le début ou cette urgence, elle est venue en trouvant, des choses et qui sont un peu comme des pierres sur lesquelles vous vous appuyez à chaque fois, on sent que la pensée est en train de se faire comme Mmh. quand, chose rare dans un livre, vous dites vous-même: «Bah, voilà, c'était une fausse piste, je reviens en arrière». Vous acceptez de vous tromper? Oui, oui, pour moi, ça, c'était important c'est vraiment un livre qui est le récit d'une expérience et bon, c'est toujours un peu le cas dans mes livres, surtout dans les derniers livres qui sont vraiment à partir du réel, quoi, à partir de lieux ou de personnes réelles. Ça demande une expérience, c'est pour ça que c'est des livres qui sont longs à écrire aussi, des expériences diverses. Ça peut être faire un voyage, aller quelque part, parler avec des gens. Là, dans le cas d'Archipel, c'était plus aussi, bah, faire parler mon père ou en tout cas faire réagir mon père, sur ce que j'écrivais. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc et l'idée, c'était vraiment que le texte, suscite des expériences et que ces expériences rentrent dans le texte. Donc il y a vraiment un aller-retour très étroit avec la vie, qui est raconté aussi dans le livre. Donc on voit finalement ce que le texte me fait dans ma vie et ce que ces événements, comment ces événements se retransforment en texte. Et la question de l'urgence, oui, elle a été là dès le début. C'est vrai que cette île de Louisiane, ça a été une sorte de déclencheur, même si elle m'intéresse en tant que telle, hein, c'est pas un prétexte non plus, mais c'est quelque chose qui m'a fait, prendre conscience. Bon, déjà, j'ai très conscience, je pense, de la fragilité des lieux, des paysages et le livre d'avant, Un monde sans rivage, c'était vraiment aussi là-dessus, sur la question de la disparition des paysages. Heu, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, et là, la disparition de cette île, ça m'a vraiment fait prendre conscience aussi de cette question de l'engloutissement de la mémoire, quoi. Une île qui disparaît, c'est aussi tout un peuple qui perd sa mémoire et il y a eu tout de suite un lien avec la figure de mon père et pas seulement avec sa vie à lui, mais avec justement tout ce qu'il a sauvé, de la vie des autres. Je me suis dit: «Mon père, c'est quelqu'un qui fait ça, en fait, qui essaye de sauver des îles, quoi, de fabriquer des monticules avec les objets des autres et d'essayer que les mémoires autour de lui ne soient pas englouties. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien entre cette île qui porte son prénom et lui, finalement. Et mon père a 86 ans maintenant, il en avait un peu moins quand j'ai commencé à écrire, mais il était quand même déjà âgé. Et je voulais vraiment le faire avec lui. Je voulais vraiment qu'il soit là pour m'accompagner et puis aussi que justement, que le livre puisse susciter cette expérience à 2 quoi, ce jeu à 2 presque. Donc oui, il y a eu une urgence tout de suite et bon, j'ai quand même mis 4 ans à l'écrire, donc c'est une urgence, relative, mais voilà, je suis très contente d'avoir pu le faire, avec lui pour vraiment participer au processus aussi, quoi. N en quelques questions si vous avez, sinon je continue éventuellement, hein, mais voilà, vous n'hésitez pas, à me couper, je le prendrai pas mal. Moi non plus. Hélène, je voulais vous demander, je pensais au livre à un livre que vous avez écrit en 2013, Rouergue, Quand j'étais dans le KGB. Oui, il était question. Heu Mmh. Et en fait, je retrouve des ponts entre les 2 livres, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un livre, Archipel, qui est une tentative de cartographie des places de chacun dans la famille, hein. Parce que donc quand Mmh. j'étais, le KGB, c'est cette petite fille qui s'enferme dans un KGB et qui écoute ce qui va se passer, dans la maison. Est-ce que, finalement, c'est un de vos thèmes, de prédilection? C'est conscient? C'est quelque chose qui vous intéresse?
Ouais, c'est marrant que vous disiez ça parce que je me rends compte que c'est quelque chose que j'avais beaucoup plus, exploré dans les romans jeunesse justement jusqu'à Mmh. maintenant et pas du tout dans mes romans adultes. C'est vraiment c'est pas la première fois que je parle de ma famille. J'avais parlé de la famille de ma mère dans Une île, une forteresse, mais qui était vraiment un livre, sur la Shoah. Enfin donc c'est sur une période historique, particulière et pas tellement sur ma famille aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que dans les romans jeunesse, j'ai beaucoup plus exploré ça, le lien, aux parents, la place qu'on occupe, le fait, aussi d'être enfant unique, ce qui est pas le cas de Kajibi qui a une grande sœur, elle, mais dans Atrabile, dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était aussi ça, c'était un garçon là, un avatar de moi garçon qui allait dans l'appartement de son grand-père et qui comprenait à travers les objets de son grand-père qui il avait été finalement. Hem, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est des thématiques qui sont oui, qui sont très présentes dans les livres jeunesse parce qu'on parle de l'enfance aussi, parce qu'on se remet dans l'enfance. Moi, quand j'écris des livres jeunesse, je me remets vraiment dans mes lectures, d'enfant, heu et c'est vraiment presque comme le fil de ce que je lisais enfant qui me revient et qui me replonge vraiment dans cette période-là et c'est une période où la famille et les places sont évidemment, très, très importantes. Hem, voilà. Après dans les livres adultes, c'est vrai que j'ai plutôt tendance jusqu'à ce livre-là, j'avais plutôt tendance à faire un mouvement inverse, c'est-à-dire à partir vraiment de choses très loin de moi, comme l'Arctique, comme, certaines périodes de l'histoire, certains lieux et puis à comprendre en quoi j'étais reliée à ça en écrivant. Mais vraiment de partir du plus lointain pour finalement, toucher des choses intimes et là, j'ai essayé de faire presque un peu l'inverse, de vraiment d'utiliser ça pour voir le plus proche. Mais voilà, la famille est revenue par ce biais-là, quoi. Mmh. Et alors, on a beaucoup parlé de votre père, mais aussi finalement de votre grand-père, parce que par saut, finalement, vous éclairez aussi beaucoup sa personnalité qui est, très mystérieuse finalement, vous êtes entouré d'hommes mystérieux. Oui. Hem et les objets sont très importants, hein, dans la vie de votre père, il les accumule et je me demandais si, vous aussi, vous aviez un rapport aux objets particulier? Heu, pas de manière aussi pathologique, je vous rassure. Vous entassez pas J'entasse des un peu, mais choses, c'est plus par, négligence que par, réelle, collection. Parce que mon père, il a pas seulement le goût de l'entassement, il a vraiment le goût de l'assemblage, quoi. C'est-à-dire qu'il garde les choses, mais il les assemble, et il en fait presque des sculptures, quoi. Il y a vraiment une envie d'assembler, de faire du beau aussi en assemblant, enfin, en tout cas, du singulier, du et ça, non, mais par contre, j'ai vraiment eu l'impression en écrivant Archipel que je faisais ça en écrivant, quoi, finalement. Qu'il y avait vraiment cette idée du montage, de prendre des objets qu'on met les uns avec les autres pour que ça crée des liens. Je crois qu'il y a beaucoup cette envie, qui est peut-être aussi un truc d'enfant unique, hein, de se créer des familles, quoi. Et mon père fait ça avec les objets beaucoup, parce que ces objets sont rassemblés par famille, donc il va vraiment recréer des communautés d'objets. Et moi, je fais beaucoup ça dans l'écriture, parce que souvent, je prends des personnages qui peuvent être un peu solitaires, mais qui vont toujours se relier à d'autres. Par exemple, dans Un monde sans rivage, j'avais parlé donc de mes 3 explorateurs, mais aussi de beaucoup d'autres explorateurs qui avaient, arpenté ces lieux à d'autres moments et c'était une espèce de manière de leur créer des compagnons, quoi, de me dire: «Ces 3 hommes ont été tout seuls sur la banquise et finalement, par l'écriture, je peux recréer une communauté, une constellation de gens qui auraient pu se rencontrer» et ça, c'est quelque chose d'important pour moi, que je fais beaucoup dans mes livres. Donc je pense voilà, ça s'est plus transféré sur l'écriture que dans mon appartement, ce qui est pas plus mal. Oui, c'est plus pratique. On parlait de votre rapport aux objets, mais quel est votre rapport aux images? La Ah. photographie, c'est quelque chose qui est important aussi dans votre travail, et encore dans ce livre, vous vous appuyez sur des photographies, notamment pour votre grand-père. Oui. Oui, c'est presque le livre où j'ai transféré mon attrait pour l'image, vraiment sur les objets, en me demandant justement si les objets étaient des choses aussi fertiles que les images. Mais c'est vrai que jusque-là, et même dans ce livre, c'est vrai, la photographie est extrêmement importante. Moi, j'ai beaucoup
pratiqué la photographie aussi. Vous l'avez dit, j'ai une formation d'école d'art, donc où j'ai fait beaucoup de photos, j'en fais toujours beaucoup et puis j'aime beaucoup, aussi partir de photos d'anonymes ou de photos que je trouve ou parce que justement je trouve qu'il y a ce mystère de l'image où quelqu'un a été là, mais beaucoup de choses nous échappent et ce que j'adore dans la photo, c'est vraiment le mystère de la photo. Enfin, c'est ce qu'elle nous donne comme information, mais tout ce qu'on va avoir à inventer aussi et donc je trouve que c'est un support d'écriture qui est génial et on le voit beaucoup en atelier d'écriture aussi, faire écrire à partir d'images, bah, c'est quelque chose qui donne beaucoup de beaux textes parce que, voilà, chacun dans une image va voir un détail différent, va va comprendre autrement, ce qu'elle vient raconter. Enfin, donc pour moi, c'est un support, inépuisable la photographie. Mais bon, même là, je commence aussi j'ai envie d'écrire sur la peinture. Enfin bon, il y a d'autres, supports, visuels d'autres œuvres, visuelles qui m'intéressent, mais c'est vrai que la photographie avec son rapport à l'empreinte, au corps réel qui a été là devant l'image, enfin pour devenir une image, c'est quelque chose qui me semble inépuisable dans l'écriture, ouais. Alors, dernière chance, si jamais vous avez une question, sinon je vais en poser une, mais comme on arrive au terme de la discussion, voilà, vous pouvez Petite dernière? encore, allez, vous pouvez vous lancer. Sinon, moi j'en pose encore une et pendant ce temps, vous réfléchissez à une dernière question. On fait comme Voilà. ça? Allez. Hélène, vous avez mentionné les ateliers d'écriture. Je Mmh. ne sais pas si vous continuez à enseigner au master de création de Paris 8, Oui, de création toujours littéraire, cette pardon. année. Ouais, ouais, tout à fait. Et enfin, la question est peut-être un petit peu directe, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que l'enseignement entre en dialogue aussi avec votre propre pratique, puisqu'on est Mmh, avec un public d'étudiants, peut-être bien sûr. que ça peut aussi leur parler à eux et du coup à vous aussi. Mmh. Voilà. Non, non, c'est une question qui est très intéressante. Bah, dans un master de création littéraire, c'est vrai que les étudiantes et les étudiants sont très investis dans l'écriture, donc on est vraiment dans un rapport, pas de collègues, mais presque, surtout que beaucoup deviennent des collègues très peu de temps après le Mm. master. Donc il y a vraiment un échange, on n'est pas dans un enseignement, vertical où on vient, apporter un savoir. On est plus vraiment dans un accompagnement, des textes et puis, il y a une grande dimension, de lecture collective. C'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants se lisent beaucoup entre eux. Nous, on les lit aussi et puis on essaye un peu comme on le fait en école d'art d'ailleurs, hein, mais vraiment d'accompagner chaque projet voilà, sans donner des recettes, mais en accompagnant chaque projet. Et c'est très intéressant pour moi, surtout parce que ce qu'on voit dans le travail des autres, c'est parfois des choses qu'on ne voit pas dans son propre travail, mais ça, les Mm. étudiants le voient aussi beaucoup. Quand ils font des retours sur les textes des autres, bah, ça les aide aussi à mieux comprendre ce que eux ou elles écrivent. Parce que ça développe l'esprit critique et la manière de comprendre, en fait, ce qui marche dans un texte ou pas, pourquoi là, il y a quelque chose qui fait obstacle, enfin et pour nous, c'est très intéressant aussi parce que déjà, ça force à formuler des choses, ce qu'on formule pas toujours, bon, on le fait quand on fait des rencontres comme aujourd'hui mais il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière un peu inconsciente, ce qui est pas mal aussi d'ailleurs, hein. Je pense qu'il faut pas non plus, il faudrait pas, en enseignant, tomber dans le travers de tout expliquer et de tout analyser, y compris pour soi-même, parce qu'il y a une grande partie quand même, pour moi, qui doit rester aussi, un peu mystérieuse dans l'écriture, mais quand même ça aide d'identifier, des choses et puis les c'est très nourrissant aussi parce que voilà, parce que c'est des jeunes voix, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais souvent jeunes, voix littéraires qui nous font découvrir des façons d'écrire qui n'existe pas encore, quoi et ça, c'est vraiment très stimulant. Mmh. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui écrivent, qui ont envie d'écrire, voilà, qui se posent des questions sur ces formations-là, mais ça peut en tout cas, voilà, c'est, je pense, très 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 intéressant pour les étudiantes aussi. Mmh. Merci beaucoup, Hélène. On arrive au terme de la discussion. Merci beaucoup pour votre générosité. C'était très, très, enfin, c'était passionnant. Alors, je ne sais pas si certains ont envie de participer à la fin, en tout cas de dire un mot. Si c'est le cas, on a encore une minute, n'hésitez pas.
Et sinon, vos questions étaient super. C'est vrai que peut-être que euh, il aurait fallu qu'on lance la machine, je sais pas comment, mais en tout cas, c'était de grande qualité. Donc merci à toutes et à tous. Et donc, Margot, est-ce que tu veux rappeler un petit peu le calendrier pour conclure? Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Merci, en tout cas, merci beaucoup, Henri, pour la modération de Et cette oui, merci aussi. rencontre. Merci, Hélène, pour tes réponses et merci aux quelques étudiants qui ont osé prendre la parole pour toutes leurs questions. Pour rappeler globalement, rapidement le planning, il vous reste encore à peu près 5 jours, puisqu'il vous reste jusqu'à dimanche soir pour voter pour votre coup de cœur. Vous avez toutes les infos sur Discord, mais bien sûr, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord ou par mail. Et par la suite, l'annonce du résultat se fera le 12 dans l'émission du Book Club. Voilà, Eh ben, globalement. merci Margot, merci beaucoup Henri pour les questions, puis merci à vous. Voilà, je sais que c'est pas facile sur Zoom, enfin mais c'était quand même très, très chouette d'échanger avec vous. Et puis c'est vrai que les questions étaient vraiment intéressantes. Donc merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Passez une beaucoup. très bonne soirée Merci, et à bientôt. Au revoir. merci, à bientôt. Merci, au revoir.